Bonjour à tous, je vous accueille aujourd'hui dans l'une des 3 boutiques de la maison du whisky. On se trouve aujourd'hui à Odéon qui dispose de plus de 2500 références, tous spiritueux confondus, que ce soit des rhums, des whiskies, avec des distilleries emblématiques, des distilleries un petit peu plus confidentielles. Étant donné qu'on est à Odéon et que la spécialisation c'est le rhum, on va faire aujourd'hui un tour du monde à l'aide de 25 références venues du monde entier. Je vous laisse le suivre, c'est à l'étage que ça se passe. Directement, on va commencer notre tour du monde avec l'une des plus belles distilleries qu'on peut trouver au monde, qui est une toute petite distillerie, et même la plus petite distillerie qu'on a qui dispose de la l'AOC Martinique. Donc on se trouve au Carbet, et c'est une distillerie qui a été fondée en 1932. On reconnaît toujours cette distillerie avec la forme de la bouteille qui est des épaules carrées. L'idée avec ce rhum, qui est le premier parcellaire de l'histoire de la distillerie, qu'on va appeler le Clos Godino, c'est donc du coup la parcelle, l'endroit bien spécifique où on poussait les cannes à sucre. Ce qui est fabuleux, c'est que cette parcelle qui s'y trouve vraiment en altitude, en fait, les cannes à sucre ont bénéficié d'un ensoleillement tout particulier, donc le taux de sucre, ce qu'on va appeler le Brix, du jus de canne était hyper élevé, beaucoup plus élevé que ce qu'on peut trouver habituellement. Cette cuvée-là, on la trouve aussi en Martinique via le nom d'écolage. Pourquoi d'écolage? C'est le premier typonge qu'on va boire de la journée. Donc c'est un petit clin d'œil à cette tradition et qu'on trouve aussi pour les plus gourmands en format 3 litres qu'on a sorti l'année dernière avec la maison du whisky. Ils font des rhums blancs qui sont fabuleux, mais également des rhums élevés sous bois ou des rhums vieux. Ici, on est sur un rhum élevé sous bois, donc ça veut dire moins de 3 ans avec le profil 62. Et le profil 62, ça fait écho à le fût en fait qu'on va utiliser pour le vieillissement des rhums. Là en plus on a de la chance avec la maison du whisky, avec toutes les références qu'on a, c'est qu'on peut goûter et comparer ces différents types de chauffe. Donc on a le profil 62, le 107, le 105. Après quand vous êtes à la distillerie directement, j'ai eu la chance d'y aller en 2022 et de passer du temps avec Grégory Vernant et Alex Bobby. Et dans le laboratoire, il y a énormément d'échantillons et c'est magnifique de pouvoir goûter les rhums l'un après l'autre et de voir toute la richesse qu'on peut avoir au sein même d'une seule distillerie. On reste encore dans la Caraïbe et dans les Antilles françaises, mais on va s'intéresser cette fois à la Guadeloupe. C'est intéressant d'ailleurs de dire Guadeloupe parce qu'à l'origine, le nom de la Guadeloupe, c'était Carouquera, qui signifiait l'île aux belles eaux. Carouquera, c'est pas vraiment une distillerie, en tout cas l'identité au début, c'est pas de créer un outil de distillation pour produire des rhums, mais plus de se focaliser sur l'élevage. Donc ça a été fondé en 2005 par Grégory Ayotte et l'idée c'est vraiment d'apporter une touche particulière et de se focaliser sur le vieillissement parce que c'est là où on va faire évoluer les arômes qu'on a créés après distillation. Donc on peut jouer avec tout plein de fûts, des fûts de chêne américains, des fûts de chêne français. Et ici c'est le cas, on va avoir un assemblage de plus de 5 ans, donc des rhums qui ont passé plus de 5 ans, ce qui est très long en climat tropical. C'est pas la même variété de bois, du coup c'est pas les mêmes arômes qu'on va pouvoir transmettre dans le rhum. Et donc on va pouvoir jouer avec ces fûts, et donc c'est tout le rôle du maître de chai de pouvoir assembler ces rhums et de créer quelque chose de très équilibré. Ah, Paparouillot. Alors Paparouillot, ce qui est intéressant, c'est que on est sur le même territoire que ce qu'on vient de voir, qui est Carouquera, mais très différent dans l'approche et dans la philosophie de la distillerie. Ici, on parlait de Carouquera qui était donc du coup plus focalisé sur le vieillissement. Ici, Paparouillot, c'est beaucoup plus focalisé sur la distillation. Pourquoi? Parce qu'ils ont installé des alambics, pas des colonnes de distillation qu'on a habituellement en Guadeloupe. Ici, ce sont des alambics qui sont utilisés et qui sont même, ils ont des noms, ces alambics qui sont Agathe et Daniel. En fait, il y a vraiment un lien humain sur cette distillerie que je trouve fascinant. D'ailleurs, quand je me suis rendu à la distillerie, on pouvait vraiment sentir le profond respect qu'il y a pour les coupeurs de canne, qu'on appelle chez Paparouillot des maîtres canniers. Un petit peu l'image qu'on pourrait avoir, par exemple, dans le vin avec des vignerons, on va vraiment respecter le travail de la personne qui va récolter les raisins. Ici, c'est exactement la même chose. Pour ça que vous avez aussi des étiquettes avec, par exemple, les récoltants, les personnes qui vont récolter la canne à sucre après l'avoir coupée. Et ça, c'est hyper important parce que votre matière première, c'est pas juste s'intéresser au type de matière première que vous allez travailler, c'est aussi comment vous allez travailler avec elle et donc comment elle a été coupée. Ici, en tout cas, c'est un rhum qui a 3 ans et 3 ans vieilli, encore une fois, sur le sol guadeloupéen. Jeune distillerie, dit aussi petit volume. Ici, c'est un petit assemblage qui a été fait parce qu'il y a uniquement 7 fûts qui ont été utilisés pour la réalisation de ce rhum vieux, donc parce qu'il a minimum 3 ans. Ici, on a sur des rhums de fûts neufs et des fûts qui ont contenu du cognac. Et donc du coup, on va pouvoir jouer aussi avec ces deux ADN différents, même déjà sur les fûts eux-mêmes. On va rester dans la Caraïbe, mais cette fois, on va s'intéresser à Haïti. Ce qui est fascinant avec les rhums blancs, c'est que ça permet de comprendre la matière première. Matière première et surtout le clairin. C'est fascinant parce que ça casse un peu toute l'idée qu'on peut se faire des rhums blancs. Rhum blanc, finalement, ça veut rien dire. Ça veut juste dire une seule chose qui est le rhum n'est pas vieilli. Par contre, dire j'aime pas le rhum blanc, c'est souvent un peu une bêtise parce qu'il y a une énorme variété qui existe dans les rhums blancs. Surtout pour le clairin, parce que le clairin, c'est limite une catégorie à part entière. C'est pas juste
un énième pur jus de canne. Le clairin, c'est avant tout de l'histoire et il y a un fort lien aussi culturel qui est hyper important de noter sur le clairin. Là, on va s'intéresser au clairin communal. Clairin communal, c'est parce que c'est un assemblage de différents producteurs. Nous, la Maison Avélier, on travaille avec 5 producteurs qu'on trouve en Haïti, mais il faut savoir qu'il y a plus de 500 distilleries de clairin en Haïti. Encore une fois, c'est vraiment des petits producteurs qu'on trouve dans chacun des villages. C'est fascinant parce qu'on travaille des vieilles variétés de canne. La personne qui distille est la personne qui récolte la canne à sucre et c'est plus bio que bio. Imaginez que le terroir de Haïti est totalement propre, pas de pesticides, et c'est surtout qu'il y a une énorme biodiversité qui entoure les champs de canne. Donc déjà sur la matière première, c'est magnifique. Longue fermentation sans ajout de levure, ça veut dire que c'est une fermentation sauvage. Une fermentation avec des levures, ce qu'on appelle indigènes, qui sont déjà présentes autour de la canne à sucre et puis dans le terroir. Terroir, c'est aussi ça, c'est aussi les levures qui vont baigner partout dans la distillerie. Nous, on va faire un assemblage et on va assembler 4 producteurs différents. Et ici, on va faire une petite réduction pour l'amener à 43. Sur les autres producteurs que vous pouvez trouver dans la boutique, ici, c'est embouteillé directement après distillation. Une seule distillation pour les clairins. Là, on va juste faire l'assemblage de différents producteurs. On sort un petit peu d'Haïti, mais on va s'intéresser maintenant à un terroir qui est tout aussi important dans l'histoire du rhum, et notamment avec une région bien spécifique qu'on trouve en Jamaïque, qui est Trelawny. Trelawny, c'est un peu le grand cru du rhum, c'est vraiment une zone qui est dans le nord de la Jamaïque. Hamden est le représentant des rhums, donc très aromatiques, on va appeler des rhums high ester. Les esters, en gros, c'est une molécule, une association en fait d'acide et d'alcool qui crée beaucoup d'arômes. Et en fait, il y a vraiment un savoir-faire qui est dingue pour parvenir à faire ce type de rhum. Et donc Hamden est maître en cette catégorie qui sont des rhums high ester, et c'est là où je peux faire un parallèle avec les clairins dont on a parlé avant. Il n'y a pas d'ajout de levure non plus sur Hamden. En fait, on veut faire des très longues fermentations et donc développer énormément d'arômes. On ne veut pas juste faire de l'alcool, on veut créer des rhums qui ont un profil aromatique unique et qui est dans le respect d'un savoir-faire qui a maintenant presque 300 ans. Parce que cette nouvelle référence, qui est donc 1753, rend hommage à la date de création de la distillerie Hamden. Donc on est à Trelawny, il y a un long processus de création du rhum, c'est pas juste un rhum de mélasse, il y a d'autres éléments qu'on va ajouter pour créer ce profil aromatique, des résidus de distillation, des bactéries, du vinaigre de canne, plein de choses. En fait, on veut des bactéries et de l'acide pour booster la fermentation. Et bien sûr, la distillation va être faite sur ce qu'on appelle des pot still. Et ici, c'est des pot still à double retors. En fait, dans ce parcours, ce tour du monde du rhum, s'il y a un rhum à découvrir qui va casser complètement l'image qu'on peut se faire des rhums de mélasse, c'est bien Hamden. J'en parle avec beaucoup d'amour parce que j'ai fait la distillerie en janvier. Et c'est absolument incroyable de se rendre sur place, de toutes les odeurs que vous avez au sein de la distillerie et de voir aussi que en fait, on voyage aussi dans le temps avec tout ce savoir-faire qui n'évolue pas. On continue à faire du rhum tel qu'on le fait depuis presque 300 ans et je trouve ça absolument fabuleux. Donc s'il y a un rhum à goûter dans votre vie et à emporter sur une île déserte, sans hésitation, Hamden. Tiens d'ailleurs, pour ceux qui se rendent dans les boutiques de la Maison du Whisky, particulièrement celle d'Odéon, vous pouvez trouver les masques en papier mâché un petit peu partout dans la boutique. Donc ça, c'est typiquement haïtien, donc c'est cool aussi de pouvoir rentrer dans l'aspect culturel du clairin. Alors on va continuer notre petit tour avec un rhum qui est encore une fois historique. En même temps, le rhum, on ne peut pas séparer le rhum de l'histoire, c'est très important. Et Black Tot, c'est hyper intéressant parce que c'est un peu fou maintenant de pouvoir associer cette idée-là, mais imaginez que jusqu'au 31 juillet 1970, on avait dans les bateaux de la marine britannique, donc la Royal Navy, on avait le droit à une ration quotidienne de rhum. On appelait ça le tot. Et le 31 juillet 1970, c'est du coup le Black Tot Day, c'est le jour où en fait tout ça s'est terminé. Et en fait Black Tot, et donc ce tot, cette ration quotidienne, c'était un rhum qui était fait spécialement pour les marins, parce qu'à une époque on leur donnait de la bière mais ça prenait trop de place et donc on a commencé à donner du rhum. Donc on faisait un assemblage de rhum de différents territoires, et donc la Jamaïque, Guyana par exemple, et c'est ce qu'on allait donner aux marins. Aujourd'hui la tradition est un petit peu maintenue, même si on le boit à la bouteille et pas directement sur le bateau. Et il y a d'autres éditions ici, là c'est vraiment de l'histoire parce que c'est typiquement ce que vous buviez sur les bateaux, donc pour ceux qui ont les moyens c'est un rhum mais qui est stratosphérique, qui est magnifique. Et après, pour découvrir un petit peu cette tradition, c'est bien de commencer avec cette édition qui est The Finest Caribbean. Puisqu'on est à la boutique de la Maison du Whisky à Odéon, c'est bien aussi de prendre le temps devant cette fabuleuse vitrine qui est vraiment un morceau d'histoire avec des éditions de Guyana, puisqu'on parlait de Black Tot juste avant, du Caroni, des partenariats avec des distilleries légendaires, etc. Prenez le temps de regarder un petit peu, de demander conseil aux conseillers de la boutique, c'est absolument indispensable. On poursuit notre tour du monde et on va encore s'intéresser, donc on a parlé juste avant de l'île d'Hispaniola, qui est donc Haïti, République Dominicaine. On va donc de l'autre côté pour la République Dominicaine. Ici on a
la marque Kirk & Sweeney, qui fait pas référence à une distillerie comparée à ce qu'on a pu avoir avant, mais plutôt à rendre hommage à un navire, une goélette qui en fait était utilisée à l'époque de la Prohibition pour vendre du rhum de contrebande. C'est très différent avec les rhums qu'on a vus précédemment, notamment à Haïti. Ici, on n'est pas sur le rhum pur jus de canne, on est sur un rhum de mélasse. La mélasse, pour rappel, c'est le résidu de production de sucre. Historiquement, c'est pour ça qu'on a commencé à faire du rhum. On faisait d'abord du sucre, ensuite on avait ce résidu qu'on allait transformer en rhum. Ici, c'est des rhums qui vont être plutôt légers comparé à ce qu'on peut avoir à Haïti, qui sont des rhums très chargés en arômes. Ici, plutôt légers, parfois plus simples pour débuter dans le rhum, même si je pense que c'est bien aussi de débuter dans le rhum avec des rhums qui ont un caractère affirmé pour sentir quelque chose. En tous les cas, il va y avoir plusieurs éditions. Là, c'est un assemblage de 5 à 20 ans. On poursuit encore une fois dans la Caraïbe parce que c'est quand même un territoire qui est hyper intéressant pour le rhum. Et là, on va à Grenade, sur l'île de Grenade. Alors, sur l'île de Grenade, pour les plus téméraires d'entre vous, il y a ce rhum fabuleux qui est un peu dans la veine de Hamden qu'on parlait juste avant avec, vous savez, une distillerie très artisanale qui fait du rhum presque de la même façon depuis des centaines d'années. Là, on est sur la même île que Renegade. En revanche, ici, c'est une jeune distillerie qui a été ouverte et créée en 2020 par Marc Régnier, qui travaillait avant plutôt dans le whisky avec Bruichladdich. Ici, c'est un projet assez fou, très audacieux, peut-être trop audacieux parfois, mais en tout cas, moi, c'est des choses qui me parlent parce que c'est la volonté de vraiment s'intéresser sur chaque aspect de la création du rhum. Il y a de la variété de canne, le terroir, le type de ferment, le type de fermentation, pardon, le type de distillation. Vous avez vu une gamme qui est assez large, qu'on peut retrouver ici, sur des rhums blancs, sur des rhums vieillis. Mais ce qui est fabuleux, c'est qu'on peut vraiment s'intéresser à, non pas juste à une distillerie, mais comment la distillerie travaille avec différents paramètres. Et ça, c'est fascinant parce que c'est ça qui crée l'ADN de votre produit. Donc, il y a toujours un marqueur qu'on peut retrouver dans chaque distillerie, dans chaque produit. Par contre, ce qui est fabuleux, c'est de voir comment on peut jouer et comment on peut faire évoluer ces différents profils aromatiques. Ah, je vois Planteret ici. Donc, Planteret, vous avez vu, il y a alors les 3 rhums là dont on va parler, mais il y a aussi plein d'autres éditions. En fait, Planteret, c'est ce qu'on appelle un embouteilleur indépendant. Indépendant, en fait, ça veut dire tout simplement qu'ils ne distillent pas, mais qu'ils vont acheter des rhums à différentes distilleries. Et en fait, là, on a 3 éditions, XO, PXXO et Cylinder. L'ADN, elle est un peu similaire sur tous les embouteillages Planteret. En fait, l'idée, c'est de faire un double vieillissement. La première partie du rhum qui va vieillir en climat tropical, sur place à la distillerie. Un deuxième temps, où une fois que Planteret a acheté le fût, ils vont les mettre en vieillissement chez eux à Cognac. Et en fait, pas juste à Cognac, mais également dans des fûts qui ont précédemment contenu du cognac. Vous vous souvenez, on en a parlé un peu plus tôt aussi sur Papa Royo. En fait, imaginez un fût, il a une sorte de mémoire. Quand on met un liquide dans le fût, le bois va aspirer cet alcool et donc, une fois qu'on va le vider, il y a encore les marqueurs du spiritueux qui étaient là précédemment et donc on va pouvoir jouer sur ces marqueurs-là pour le vieillissement du rhum qui suit. Ici, sur la première édition, le XO, ça fait référence à une notion qu'on a souvent dans le cognac, XO pour Extra Old. Alors attention cependant, c'est assez différent dans le rhum et dans le cognac. Dans le cognac, ça veut dire le plus jeune des cognacs assemblés et de minimum 10 ans. Dans le rhum, c'est l'équivalent de 6 ans. Pourquoi ? Encore une fois, le climat tropical qui a un impact bien supérieur en termes de vieillissement sur les rhums. Ici, PXXO. Pourquoi PXXO? C'est PX qu'on va rajouter donc juste avant le XO, parce que là, le type de vieillissement va être assez différent. Toujours un rhum de la Barbade. Par contre, sur le vieillissement, on va faire ce qu'on appelle un finish. Finish, c'est les derniers mois du vieillissement. On va mettre dans un fût qui a contenu autre chose. Normalement, donc, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est toujours du fût de cognac. Là, on va jouer aussi sur un fût de PX, Pedro Jiménez. C'est un type de vin espagnol qui est très sucré. Et en fait, encore une fois, hein, votre fût qui a bu un petit peu, on va dire, de ce Pedro Jiménez, il va pouvoir transmettre ses arômes dans le rhum qu'on va mettre juste après. Donc ça va apporter encore plus de gourmandise sur ce rhum là. Et enfin, un autre projet de Planteret. Vous avez vu, hein, dans la boutique ici, vous avez encore d'autres terroirs sur des produits millésimés, des single casks. C'est assez vaste la sélection de Planteret. Ici, en tout cas, c'est ce qu'on appelle Cylinder. Un peu dans le registre de Black Tot où on va assembler différents rhums entre eux. Ici, c'est Barbade, Maurice et Fidji. Des terroirs différents, des visions différentes sur la production du rhum et donc un produit différent en sortie de distillation et après en sortie de vieillissement. L'idée, c'est vraiment d'assembler ces rhums-là et de créer un profil aromatique bien spécifique. Alors, il y a, de manière générale, je pense que je l'ai dit avant, mais il y a une notion des styles en fait, dans la grande famille du rhum avec les rhums de tradition britannique, rhums de tradition française et rhums de tradition hispanique. On va s'intéresser un petit peu à cette dernière parce que là on a 3 références différentes et encore une fois d'un embouteilleur indépendant. Ils produisent pas de rhum, c'est vraiment un travail de sélection.
sélection et souvent aussi partenariat avec les distilleries. Là, on est avec Rum Nation. Rum Nation, le principe, hein, on voit que la gamme aussi est très vaste, c'est qu'il y a des produits de République dominicaine, du Guatemala et du Panama, avec à chaque fois des pays avec une histoire et un terroir différent. Par exemple, République dominicaine, on a parlé avec Kirk & Swinney, aussi de l'autre côté de Haïti, mais c'est des rhums un petit peu plus légers. Il y a beaucoup moins de distilleries en République dominicaine qu'on peut en trouver en Haïti. Là, on veut faire peut-être un petit peu plus de volume et des rhums un petit peu plus légers. Au Guatemala, c'est un terroir qui est très réputé avec la présence des volcans. Par exemple, il y a plus de 30 volcans au Guatemala, et puis c'est un territoire assez réputé pour le café et le cacao, par exemple. Au Panama, encore un autre style de rhum. Il y a très peu de distilleries au Panama. Là, on est sur la version 10 ans, mais il y a aussi la version 18 et 21 ans. On poursuit avec un autre territoire qui est intéressant en termes de rhum, qui est la Colombie. Là, on a les versions 12, 16 et 20. Dans votre calendrier, vous avez la version 20 ans, et donc 20 ans passés au sein d'un fût dans la distillerie Dictador. Alors, petit rappel aussi, en Colombie, hein, il y a autant des grosses distilleries comme on peut l'avoir avec Dictador, et puis des tout petits producteurs, un peu comme on pourrait l'avoir en Haïti. Là-bas, on appelle ça le Viché. Donc à chaque fois, ce ne sont pas des marques, c'est des appellations différentes. Donc Viché pour la Colombie, Grog pour le Cap-Vert, Clairin pour Haïti, Cachaça pour le Brésil, c'est un peu le même registre. J'ai commencé un petit peu ce coin même de la boutique hein, Odéon, où on voit que c'est plutôt des rhums d'Amérique latine, ou en tout cas des pays, on va parler espagnol. Le problème de la classification français, hispanique, britannique, c'est que c'est un peu réducteur et c'est pas la réalité. Là, on va s'intéresser à El Amparo. El Amparo, c'est un rhum très particulier, on est en Équateur, donc on aura tendance à se dire c'est un rhum de mélasse qui va être léger, peut-être un peu sucré, etc. On est vraiment à l'opposé de ce registre parce qu'on est au contraire beaucoup plus proche de tout petits producteurs qu'on a vu juste avant, comme le Clairin ou le Viché. On est dans la région de Ripirapa, et là c'est un tout petit producteur qui va faire un rhum pur jus de canne, longue fermentation et qui travaille vraiment d'une façon très artisanale. Et c'est surtout ça qu'il faut retenir du rhum si on devait les classifier, c'est plus artisanal ou industriel. Et là, on est vraiment sur un rhum très artisanal qui est magnifique, qui est extrêmement aromatique. Et pour les amateurs de rhum blanc, on ne voit pas forcément avec la bouteille, mais c'est un rhum blanc, donc un rhum non vieilli, ce qui est, encore une fois, la grande majorité des rhums, localement, sont consommés blancs. On n'a pas forcément l'intérêt à faire vieillir les rhums parce qu'on a toute la richesse aromatique après la distillation. Pour ceux qui veulent découvrir un nouveau terroir et qui veulent s'intéresser encore une fois au rhum pur jus de canne, c'est absolument fantastique. Je pourrais parler des heures de El Amparo, tellement c'est des rhums qui, moi, me procurent une émotion particulière. Ça, par exemple, en daiquiri aussi, c'est absolument fantastique. On continue avec, cette fois, Belize. Donc Belize, pour situer un petit peu, c'est un pays qui a une frontière commune entre Mexique et Guatemala. Cette marque s'appelle Fair parce qu'elle met en avant aussi le commerce équitable. Fairtrade, elle travaille avec de nombreux producteurs de sucre, et donc c'est aussi, encore une fois, on ne peut pas détacher le rhum de son histoire, donc c'est important de mettre en avant, comme peut le faire Papa Royo avec les coupeurs de canne et ce qu'on appelle donc les maîtres canniers, c'est aussi mettre en avant tout le savoir-faire qu'il y a et aussi le respect des gens qui travaillent sur tous les métiers qu'on peut avoir au sein d'une distillerie. Donc Fair, donc encore une fois, on a la notion XO, donc qui va vous garantir un compte d'âge minimum. Et on reste un petit peu sur des terroirs hispaniques, mais avec peut-être un profil aromatique un petit peu plus sec que certains territoires où parfois on va rajouter un petit peu de sucre. Ici, pas de sucre ajouté, donc on va avoir un rhum tout en équilibre, tout en finesse. Mais ce qu'il faut vraiment mettre en avant, c'est aussi tout le partenariat qu'on a avec ces producteurs et donc le respect de ces producteurs-là. On a fait notre tour du monde avec des zones un petit peu, comment dire, un petit peu plus pertinentes ou un petit peu plus logiques avec la Caraïbe et l'Amérique latine. Il y a aussi des zones géographiques qu'on soupçonne un peu moins, et notamment l'océan Indien. Bon, on connaît beaucoup l'océan Indien avec la Réunion par exemple, mais il y a aussi, par exemple, des rhums qui vont être produits aux Seychelles. C'est l'exemple ici avec la distillerie Takamaka, enfin en tout cas la marque Takamaka produit par la distillerie Trois Frères, qui se situe sur l'île de Mahé, donc aux Seychelles. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà c'est des terroirs, des zones géographiques qui sont un petit peu moins évidentes. Et puis, c'est de se dire qu'une distillerie ne fait pas forcément un type de rhum. On l'a vu avec Hamden avec un processus qui était très riche. Ici, c'est très différent. C'est pas sur le type de fermentation, mais c'est plus, on va jouer sur différentes types de matières premières. Il y a par exemple des rhums pur jus de canne ou des rhums de mélasse. Mais aussi sur les outils de distillation, on peut aussi bien faire des rhums distillés en colonne que des rhums qu'on va appeler des pure single rhums, c'est des rhums distillés uniquement en pot still. Donc ça, c'est intéressant aussi de pouvoir déguster ces rhums et de pouvoir déguster deux profils complètement différents au sein de la même distillerie. En parlant de profils aromatiques différents, obligatoire de parler de Moba. Moba, c'est une jeune distillerie aussi, c'est produit et même créé par Robert Greaves. Robert Greaves qui est un monsieur qui est fascinant, qui est de base ingénieur et qui a créé de toutes pièces sa distillerie avec une vision assez particulière et beaucoup d'audace. On va faire des fermentations indigènes.
Normalement, quand on ouvre une distillerie, on veut chercher de la productivité. Là, il veut être productif, mais pas forcément en volume, mais plus en intensité aromatique. C'est une distillerie qui va faire des rhums uniquement pur jus de canne avec une variété de canne qu'on appelle la canne Nkomazi. L'idée avec cette distillerie en plus, c'est que c'est une distillerie qui est équipée d'un pot still, encore une fois, un pur single rhum, là qui va faire que du pur single rhum au sein de Moba. C'est des rhums, si vous les avez goûtés, généralement vous vous en souvenez. C'est des profils aromatiques très intenses, très riches, et encore une fois qui met en avant un terroir et un style qui est un peu méconnu, terroir qui est le terroir d'Afrique du Sud. Alors on va continuer sur notre tour du monde avec des zones un petit peu plus méconnues et pourtant des zones qui sont hyper intéressantes. On va commencer avec l'Inde. Ici c'est un assemblage Inde et Jamaïque. On va surtout parler de l'Inde sur cet assemblage parce que l'Inde, on ne s'en rend pas forcément compte parce que c'est principalement une consommation locale, mais c'est l'un des plus gros producteurs de rhum à ce jour. Ici, on est avec la distillerie Amrut. Amrut est assez réputé en termes de whisky, mais on produit aussi du rhum chez Amrut, avec deux types de matières premières. On a d'une part du pur jus de canne, mais aussi du jaggery. Jaggery, c'est une sorte de sucre non raffiné, un peu similaire à du muscovado pour ceux qui connaissent. On poursuit avec un autre territoire qui est hyper important dans même l'histoire de la canne à sucre, c'est la Thaïlande. La Thaïlande, c'est le 4e producteur mondial de sucre, et ici, on va s'intéresser à deux produits très différents. Ici, Chalong Bay, c'est une jeune distillerie qui a été ouverte à Phuket par des Français. Et l'idée, c'est vraiment de travailler le pur jus de canne avec un pot still et avec une variété de levures qu'ils ont eux-mêmes sélectionnées. On reste en Thaïlande, mais avec un registre très différent. On n'est pas sur du pur jus ni sur un pot still, on est sur de la mélasse distillée sur une colonne. Par contre, élément très important de Shakara, déjà Shakara qui fait écho à Shakar qui veut dire sucre en sanskrit. On est ici sur une version qui a 12 ans. Petit rappel quand même pour se rendre compte à quel point 12 ans c'est extrêmement vieux. Quand vous mettez de l'alcool à vieillir dans un fût, il y a ce qu'on appelle la part des anges. C'est l'évaporation naturelle qui se produit année après année. En climat continental, on va perdre 2-3% de pertes par an. Avec le climat tropical qu'on trouve en Thaïlande, on perd entre 8 et 12% par an. Ce qui fait qu'on a une concentration intense. On a un rhum qui va être très riche, très complexe, mais relativement accessible quand même, de par le prix, et aussi par ce 45,7 degrés d'alcool qui garde son kick, mais en même temps qui permet d'avoir une belle longueur et une belle complexité. Voilà que s'achève notre tour du monde des rhums. On a vu un petit fragment de ce qu'il est possible de découvrir dans cet univers fabuleux qu'est le rhum. Donc n'hésitez pas aussi à venir en boutique pour échanger avec les experts et surtout déguster ces spiritueux, que ce soit des incontournables, mais également les nouveautés disponibles à la Maison du Whisky. Je vous souhaite une très bonne dégustation et je vous dis à bientôt.